Bon, on va démarrer parce que on n'a pas la quantité, on a la qualité, une très grande qualité d'ailleurs. Bon, je tiens tout d'abord à remercier Opalia encore une fois pour leur soutien. Ces symposiums, c'est une façon d'apprendre certaines choses, mais c'est une autre façon aussi de mettre un peu de l'argent dans la caisse. Et ça fait plaisir à Nadia qu'on fasse beaucoup de sympos. Donc, on va démarrer. Fatma est là. Alors, Fatma, tu vas nous parler des AOD dans les pathologies néoplasiques. Oh. Anticoagulants oraux. Oui, merci c'est Ali. Merci au laboratoire Opalia Ricordati de m'avoir sollicité pour vous parler de la place des anticoagulants oraux directs dans la maladie veineuse thromboembolique chez les patients porteurs de cancer. Alors, quand on parle de maladie veineuse thromboembolique chez les patients qui ont un cancer actif, essentiellement, c'est à propos des thromboses veineuses profondes des membres supérieurs et inférieurs et de l'embolie pulmonaire. Et quand on est amené à prendre en charge cette complication, alors on peut se poser plusieurs questions concernant justement le traitement. Quelle molécule choisir? Quelle est la durée de ce traitement? Quelles sont les éventuelles interactions avec notamment le traitement du cancer? Quel est le risque hémorragique? Quel risque de récidive? Donc on va essayer d'aborder un peu et de répondre à toutes ces questions. Alors c'est une complication qui est fréquente et qui non seulement fréquente, elle est également grave. Là vous voyez les taux d'incidence de survenue d'un premier événement thromboembolique chez les patients atteints de cancer. Et en gros, donc, le risque d'événement thromboembolique chez un patient qui a un cancer actif par rapport à la population générale, il est 12 fois plus au cours des 6 premiers mois. Et ce risque peut augmenter jusqu'à 23 fois plus quand le patient reçoit un traitement anticancéreux type chimiothérapie. Et vous voyez qu'à partir de 60 ans, le risque d'événement thromboembolique chez le patient cancéreux, il devient plus important chez la femme que chez l'homme. Les récidives sont également fréquentes avec un taux d'incidence de 9,6% et ce risque, il est essentiellement important au cours des 6 premiers mois. C'est une complication qui est grave puisque la mortalité à 1 an de la survenue d'un premier événement thromboembolique, elle s'élève à 64,5%. Alors, ce risque, évidemment, il est variable en fonction du type de cancer. Et là, cette méta-analyse de 2024, elle classe les cancers en fonction du risque de survenue d'événements thromboemboliques. Vous voyez, en premier lieu, c'est le pancréas et le cancer du cerveau qui sont à haut risque, suivi en 3e position par le cancer du poumon qui est considéré à risque intermédiaire. Pour le cancer du poumon, le taux d'incidence varie en moyenne entre 3 et 6% d'événements thromboemboliques et il est augmenté chez les patients qui ont une maladie métastatique, qui ont un type histologique type non-épidermoïde, surtout les patients également qui ont une anomalie moléculaire type réarrangement ALK-ROS1 et les patients traités par chimiothérapie à base de sel de platine. C'est une complication qui est également grave chez les patients atteints de cancer du poumon et vous voyez que la mortalité est augmentée de 50%, donc il faut la diagnostiquer rapidement et la prendre en charge convenablement. Alors pourquoi on a cette augmentation du risque d'événements thromboemboliques au cours du cancer? Alors en gros, ça se résume à une suractivation, c'est ce que vous voyez à droite, à une suractivation de toutes les voies de la coagulation. Là, en effet, la cellule tumorale, elle va sécréter des cytokines et des interleukines qui vont agir à plusieurs niveaux. Ils vont altérer les cellules endothéliales et là, vous savez que l'altération de l'endothélium vasculaire constitue le primum movens d'activation de la coagulation. Elle va également stimuler les leucocytes qui vont sécréter ce fameux NET qui va activer les plaquettes et leur agrégation, qui également participent à la formation du thrombus.
surexpression du facteur tissulaire qui va stimuler la voie extrinsèque de la coagulation, aboutissant à la formation du facteur 10A qui va transformer la prothrombine en thrombine et donc formation de la thrombose. Et puis enfin, surexpression de l'inhibiteur du plasminogène activé qui va lui diminuer la fibrinolyse et donc favoriser le dépôt de fibrine et donc la formation de thrombus. Donc en gros, on a une augmentation du risque d'événements thromboemboliques au cours du cancer parce qu'il y a une suractivation de toutes les voies aboutissant à la formation du caillot sanguin. Alors comment les anticoagulants, particulièrement les AOD, vont agir? Donc le rivaroxaban, l'apixaban, l'édoxaban vont agir sur le facteur 10A. Je rappelle que le facteur 10A va transformer la prothrombine en thrombine, laquelle thrombine, elle va transformer le fibrinogène en fibrine et donc la formation du caillot sanguin. Le quatrième AOD, le dabigatran, il va inhiber directement le facteur 2A. Alors, comment traiter cet événement thromboembolique chez les patients ayant un cancer actif? Jusqu'en 2016, c'est les HBPM qui sont placés en premier lieu, avant les AVK et avant les AOD. En 2018, il y a eu la publication du premier essai comparant un AOD, à savoir l'édoxaban, versus une HBPM, à savoir deltaparine, chez les patients qui ont un cancer actif. Et l'outcome principal, c'était les récurrences thromboemboliques et les saignements majeurs. Et c'était un saignement de non-infériorité qui a randomisé 1046 patients entre les deux bras. Et vous voyez que la non-infériorité a été atteinte avec un P significatif. Alors puis, le deuxième essai comparant un AOD avec la même HBPM qui est deltaparine, c'est l'essai SELECT qui a comparé le rivaroxaban versus deltaparine chez 203 patients qui ont un cancer, dont plus de la moitié avaient déjà des métastases. Je rappelle que le rivaroxaban se prend à la dose de 15 mg x 2 par jour pendant 3 semaines, suivi d'une monoprise quotidienne, 20 mg par jour pendant 6 mois. Et les résultats, en ce qui concerne la récurrence d'événements thromboemboliques, vous les voyez sur la courbe, donc la non-infériorité a été atteinte et le rivaroxaban est associé à 4% de récurrence d'événements thromboemboliques versus 11% pour la deltaparine, au prix de saignement, de risque de saignement majeur qui est plus important avec l'AOD par rapport à l'HBPM. Et en 2020, il y a eu la publication du fameux essai Caravaggio. Donc, c'est un essai également de non-infériorité qui a comparé l'apixaban versus deltaparine chez plus de 1155 patients. Et le premier outcome, c'était la récurrence d'événements thromboemboliques et les événements hémorragiques majeurs. Et là, vous pouvez voir sur la courbe les résultats que j'ai résumés ici. Donc, la non-infériorité, elle est atteinte avec un P significatif. Donc, il diminue la récurrence d'événements thromboemboliques, en plus, sans augmenter le risque d'événements hémorragiques majeurs, y compris les hémorragies d'origine gastro-intestinale, parce qu'avec les 2 premiers essais, les principaux patients qui saignent, ce sont ceux qui ont un cancer digestif, surtout quand il n'est pas réséqué. Donc l'apixaban n'entraîne pas une augmentation de ce risque d'événements hémorragiques majeurs. Alors, il faut savoir que dans l'essai Caravaggio, on n'a pas inclus les patients avec une tumeur cérébrale. Or, les tumeurs cérébrales, c'est des tumeurs potentiellement hémorragiques. Et donc, on peut se dire que ces résultats concernant les événements, les risques hémorragiques, peuvent être influencés par l'exclusion des patients avec un cancer cérébral. La réponse ou la question a été abordée par cette étude de vie réelle. C'est une base de données américaine, justement, qui comparait apixaban versus HBPM chez des patients qui avaient un cancer, avec un cancer cérébral ou non, quelle que soit tumeur primitive ou métastase. Et vous voyez, l'apixaban était meilleur en termes de récurrence d'événements thromboemboliques, d'hémorragie majeure et même d'hémorragie non majeure cliniquement pertinente par rapport à l'HBPM. Le deuxième essai avec l'apixaban, c'est l'essai ADAM. C'est un essai qui a comparé, selon presque le même schéma thérapeutique,
versus la même HBPM, deltaparine, mais c'est un essai de supériorité. 287 patients avec un cancer actif, avec plus de 60% qui avaient des métastases et les 3/4 étaient sous chimiothérapie. Le critère de jugement principal était le taux de saignement majeur. Et là, justement, ce critère de saignement majeur a été atteint, mais pas de façon significative, puisqu'on avait 0% avec l'apixaban de saignement majeur, 1,4% avec deltaparine. Le P n'était pas significatif. Moins de récidives d'événements thromboemboliques avec un P significatif en faveur de l'apixaban. Il y avait 6% de saignement hémorragique non majeur dans les deux bras et moins de patients ont arrêté l'AOD par rapport à ceux qui étaient sous HBPM. Alors cet essai, qu'est-ce qu'il a apporté en plus? C'est l'impact sur la qualité de vie. Ce que vous voyez en jaune, c'est l'impact positif de l'apixaban sur la qualité de vie. Le seul, avec un seul cadre en rouge en faveur de deltaparine. Ce qui est blanc, c'est la neutralité entre les deux. Donc on peut dire qu'à partir de l'essai Adam, donc l'apixaban a démontré donc son efficacité en termes de récurrence d'événements thromboemboliques, moins de saignements hémorragiques majeurs et non majeurs, et en plus un impact plus positif sur la qualité de vie des patients qui ont une thrombose veineuse avec un cancer. Alors, ces résultats ont été confirmés par la méta-analyse de 2024 qui a en fait analysé les données des essais des RCT et des études observationnelles conduites avec l'apixaban versus HBPM dans le cas d'une thrombose associée à un cancer. 12 000 patients, plus de 12 000 patients à partir de ces 5 essais. Et là, vous voyez les résultats. On avait donc une diminution significative du risque de saignement majeur avec l'apixaban versus HBPM. On avait également moins de risque de récidive d'embolie pulmonaire et de thrombose veineuse, moins de risque d'événements hémorragiques non majeurs selon cette méta-analyse. Alors, les 4 essais principaux que je vous ai montrés, qui ont été les 4 essais randomisés, donc contrôlés, donc avec les AOD versus HBPM, ont fait l'objet de plusieurs méta-analyses. Je vous en montre une. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que, en ce qui concerne la récurrence d'événements thromboliques chez les patients cancéreux, les AOD l'emportent. En ce qui concerne la survenue d'événements hémorragiques majeurs, égalité entre les deux. Et en ce qui concerne les événements hémorragiques non majeurs mais cliniquement significatifs, il y avait un plus pour l'HBPM, notamment deltaparine, par rapport à AOD. Mais avec une nuance, c'est que pour l'apixaban, comme l'a démontré l'essai Caravaggio et l'essai Adam, il y avait quand même moins de risque de saignement hémorragique majeur, d'hémorragique non majeur et même des saignements à partir du tube digestif. Est-ce que ces résultats se maintiennent au-delà de 6 mois? Là, il va falloir attendre l'essai APICAT, qui est un essai contrôlé randomisé, qui essaie de voir un peu l'usage de l'apixaban à 2 dosages différents jusqu'à 12 mois de traitement. Les résultats sont attendus vers septembre 2025. Maintenant, est-ce que les résultats des essais cliniques sont extrapolables en vie réelle? La question a été abordée par cette méta-analyse sur une base de données américaine qui regroupe 13 564 patients qui ont reçu apixaban versus 2808 patients qui ont reçu une HBPM pendant au moins 3 mois. Et vous voyez les résultats, moins de récidives d'événements thromboemboliques avec l'apixaban, moins de saignements majeurs, de saignements non majeurs avec un P significatif pour toutes les comparaisons. Et vous pouvez constater sur le graphique donc la significativité en faveur de l'apixaban avec notamment la survenue d'hémorragie d'origine digestive, cérébrale ou toute autre origine. Alors, après la publication donc, des résultats de ces différents essais, tous les guidelines, donc que ce soit les Français, celles du CHES, l'ESMO, l'NCCN, l'ASCO et la Société américaine d'hématologie ont en fait modifié et mis à jour leurs recommandations. Et voici ce qui ressort. AOD sont au même niveau que les HBPM dans le traitement initial d'un événement thromboembolique chez les patients qui ont un cancer actif et également ils sont
au même titre que les HBPM, pour un traitement prolongé au-delà de 6 mois. Les Français donnent beaucoup plus de précision et ils recommandent de traiter l'événement thromboembolique chez un patient qui a un cancer actif pendant les 6 premiers mois, soit par une HBPM sans relais avec les AVK, soit par l'apixaban avec un grade 1+. Et en alternative, en dehors des cancers digestifs et urogénitaux, parce qu'ils sont susceptibles de saigner beaucoup plus fréquemment, on peut utiliser l'édoxaban ou le rivaroxaban comme alternative. Les Américains vont beaucoup plus et mettent les AOD, apixaban, édoxaban, rivaroxaban, en premier lieu avant même les HBPM, et c'est une recommandation forte sur un niveau d'évidence modéré. Et précise très bien que édoxaban, rivaroxaban et rivaroxaban sont associés à un surrisque hémorragique, notamment pour les patients qui ont un cancer du tube digestif, mais ce risque ne l'est pas avec l'apixaban. Alors, est-ce qu'il y a une particularité pour le traitement des événements thromboemboliques chez les patients qui ont un cancer du poumon? La réponse est non, et on va les traiter de la même manière que les autres cancers en appliquant les recommandations que je viens de vous montrer. Alors, j'ai choisi quelques aspects pratiques quand on est amené à utiliser les AOD qui sont quand même importants à connaître, notamment concernant l'interaction entre un AOD et le traitement d'un cancer. Et juste pour vous rappeler, pour les comprendre, il faut se rappeler que l'absorption et le métabolisme des AOD mettent en jeu 2 molécules importantes, c'est la glycoprotéine PGP et le cytochrome 3A4. De ce fait, tout inducteur ou tout inhibiteur de ces 2 molécules va entraîner soit une augmentation du risque thrombotique ou bien une augmentation du risque hémorragique. En ce qui concerne, nous, les pneumologues, pour le traitement du cancer du poumon, là, vous voyez un peu les interactions à connaître. Pour le code couleur, ce qui est rouge, c'est des associations à éviter car ils sont associés à un risque hémorragique qui serait difficile à gérer. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de rouge avec le rivaroxaban par rapport à l'apixaban. Et pour, par exemple, l'alectinib, le crizotinib, qui sont des anti-alques, il suffit de réduire la dose de l'apixaban de 25% parce que c'est des inhibiteurs de la PGP. Pour l'erlotinib, sans problème, c'est un anti-EGFR de première génération, donc on utilise les AOD sans ajustement thérapeutique. Pour l'osimertinib, un anti-EGFR de 3e génération, donc il va falloir diminuer la dose de l'AOD de 25%. Et juste en dehors de cette indication pour le cancer, pour le nintedanib, on diminue les doses de l'AOD de 25%. Là, c'est également des contre-indications, plutôt des associations à contre-indiquer à connaître. La rifampicine et AOD est à éviter car elle augmente le risque thrombotique. Les antifongiques azolés en dehors du fluconazole sont également contre-indiqués parce qu'ils augmentent le risque de saignement. Bon, on ne peut pas tout savoir, mais vous pouvez, il y a deux sites, un francophone et un anglophone, mettez le médicament et ça va vous répondre si il y a une interaction avec l'AOD ou pas. Autre précaution à connaître, c'est l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, le faible poids associé à un autre facteur de risque et l'âge avancé. Et à titre d'exemple, les AOD sont contre-indiqués chez les patients qui ont une insuffisance rénale ou sévère ou qui sont hémodialysés. Pour le poids, il n'y a pas vraiment d'ajustement de dose en fonction du BMI, sauf pour les patients qui sont de moins de 60 kg et qui ont en plus un autre facteur qui augmenterait le risque hémorragique comme un âge de plus de 80 ans. Il est recommandé d'utiliser une dose de 2,5 mg x 2 par jour. Maintenant, est-ce qu'on a une meilleure maîtrise avec la mono ou la béprise? Là, en se référant à cet essai contrôlé randomisé chez des volontaires sains qui a comparé directement apixaban et rivaroxaban, je rappelle que l'apixaban, la courbe en rouge, se prend en 2 fois par jour. Il est associé à une moindre fluctuation de la concentration plasmatique par rapport à la monodose, et ça veut dire également, au cours du nictémère, et ça veut dire également une moindre fluctuation de l'activité anti-10A, donc au cours du nictémère, donc une meilleure anticoagulation avec la double prise. Maintenant,
Que se passe-t-il en cas d'oubli de prise ou de doublant? Là, toujours, vous voyez ici la comparaison entre la concentration plasmatique de la double prise en vert et de la monoprise en rouge, et que le fait d'oublier une dose pour, par exemple, un AOD qui se prend 2 fois par jour, on a certes une diminution de la concentration plasmatique, mais qui n'augmente pas pour autant le risque thrombotique. Et vous voyez ici les équivalents qui sont basés sur des études de pharmacocinétique et de pharmacodynamique. L'équivalent d'une dose oubliée d'un AOD qui se prend une seule fois par jour, c'est 3 comprimés ou 3 prises oubliées d'un AOD qui se prend 2 fois par jour. Et une prise supplémentaire d'une dose d'un AOD qui se prend 2 fois par jour donne un pic moins important qu'avec un AOD qui se prend 1 fois par jour. Certains relais entre les anticoagulants également sont à connaître. La règle est, si on passe d'une HNF ou d'une HBPM vers un AOD, il suffit de donner l'AOD à l'horaire de la prochaine dose de l'ancien anticoagulant. Pour le passage des AVK à un AOD, il va falloir attendre que l'INR soit inférieur à 2 pour introduire l'AOD. Alors, pour répondre finalement à la question traitement de la maladie veineuse thromboembolique dans le cancer et quelle est la balance bénéfice-risque, première chose, éliminer une contre-indication telle qu'une insuffisance rénale sévère, auquel cas, donc c'est l'HNF sans relais, puis relais avec les AVK. En l'absence de contre-indication telle qu'une insuffisance rénale sévère, il faut évaluer la balance risque thrombotique, risque hémorragique, en fonction du cancer, du siège du primitif, l'existence de certaines métastases, les facteurs de risque thrombotiques, par exemple une thrombocytose ou une hyperleucocytose ou un alitement, le facteur de risque hémorragique, par exemple une thrombopénie, et enfin la préférence du patient. Si le risque thrombotique l'emporte, on opte pour l'apixaban. Si le risque hémorragique l'emporte, on opte pour une HBPM. Si le risque hémorragique engage le pronostic vital, il faut penser à une autre alternative telle que la pose d'un filtre cave. J'arrive donc à ma conclusion pour vous dire que finalement la maladie veineuse thromboembolique au cours du cancer, c'est une complication qui est fréquente, qui est grave, associée à un haut risque de récidive, et pour choisir le traitement optimal, il faut toujours avoir en tête cette balance risque thrombotique, risque hémorragique. L'AOD quand même nous donne une marge thérapeutique plus large, il se donne à une dose fixe par voie orale, sans nécessité d'un suivi biologique, il a prouvé son non-infériorité par rapport aux HBPM, l'apixaban a en plus prouvé qu'il n'est pas associé à un surrisque de saignement majeur ou non majeur. Néanmoins, certaines précautions ou contre-indications sont à connaître, à savoir les caractéristiques de certaines populations telles que l'insuffisance rénale, le faible poids, les polymédications qui représentent quand même une proportion non négligeable des patients qui ont un cancer actif. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, il a mis en route. Merci Fatma pour cette belle communication. Comme on doit quitter la salle à 4h30, on va passer directement aux questions. C'est Abdelaziz. Est-ce que tu penses que finalement, là, pour ce traitement parfois un peu prolongé, Parfois prolongé, ce qui fixe un peu le choix, vous avez très bien démontré les différences et tout, est-ce que le coût joue un petit peu dans le choix HBPM versus AOD? Oui, le coût, effectivement, si on considère le coût avec le risque de récidive plus important avec les HBPM, avec les hospitalisations qui en découlent, donc la barre se tombe plutôt en faveur des AOD. Et il y a une semaine à peu près, je pense que bientôt on va avoir, le remboursement. On est en train de batailler pour le remboursement pour les AOD. Il y a eu quand même une révision des prix, ce qui est une bonne chose. Et dans le futur proche, probablement, on aura un remboursement pour les AOD. C'est Taïeb. Micro ici, s'il vous plaît. Merci Fatma pour cette excellente présentation.
Vu la fréquence des phénomènes thrombotiques dans les cancers actifs, Oui. Quelle serait la place préventive de cette thérapeutique? Est-ce qu'il faut envisager un traitement préventif? Tout à fait, oui. Oui, il faut. J'ai pas donc abordé la question du traitement préventif. J'ai juste abordé, puisque la question était maladie veineuse thromboembolique et cancer. Oui, mais les AOD ont leur place dans la prévention. Mais il faut toujours, vu que c'est quelque chose à long terme, il faut surtout évaluer le risque hémorragique. Il faut évaluer le risque hémorragique. Et pour l'utilisation à long terme, jusqu'à présent, c'est 6 mois, mais on attend peut-être l'essai APICAT nous apportera des réponses puisqu'il teste l'usage de 2,5 mg 2 fois par jour jusqu'à 12 mois de traitement. Mais puisque les récidives les plus importantes, c'est au cours des 6 premiers mois, c'est pour cette raison qu'on recommande 6 mois de traitement. Au-delà, il va falloir attendre les autres études.